C'est très sûr que vous avez reconnu la générique de cette émission. C'est votre émission Afrique et Développement, analyse et discussion des idées. Et comme nous sommes à notre première émission de l'année, nous voulons souhaiter la bonne année à tous nos auditeurs qui nous suivent d'ici et là. Heureuse année 2017. Et aujourd'hui, nous avons décidé de revenir encore sur le livre Dead Aid. C'est un livre en anglais que nous pouvons traduire en français, une aide morte. Le livre a été écrit par Dambisa Moyo, qui est une économiste africaine. Et dans ce livre, il a parlé de beaucoup de choses. C'est en 2009 qu'elle a publié le livre. Et le livre a fait un bon temps. Le livre a fait même la tollée dans la communauté des économistes à travers le monde. Et Dambisa était ici et là pour expliquer les livres. Donc, dans ce livre, il y a aussi un chapitre sur la corruption. Et aujourd'hui, nous nous sommes décidés de parler un peu de la corruption. Et le thème, c'est aide et corruption. Nous allons analyser et discuter, voir les méfaits de la corruption qui est occasionnée par l'aide. Et là, je ne suis pas seul comme d'habitude, j'ai Alassane avec moi. Bonjour Alassane. Bonjour. Alassane, nous allons discuter avec toi le thème d'aujourd'hui, aide et corruption. Et là, je voudrais ouvrir notre page avec une citation que j'ai traduite en français, une citation anglaise qui venait d'un envoyé spécial britannique auprès du gouvernement kenyan. Parce que il a observé le gouvernement kenyan, il a observé les ministres, comment ils travaillaient, et pour lui, il a trouvé qu'il y avait trop de corruption. Alors, il a lâché cette phrase que nous avons traduite. Et lui, il a dit ceci. Son nom, c'est Edward Clay. Il a dit que les ministres qui étaient corrompus mangeaient comme des gloutons et vomissaient sur les souliers des donateurs étrangers. Et vous savez, une telle déclaration doit nécessairement provoquer un peu de remous dans le milieu diplomatique. Alors, on lui a demandé de venir s'excuser. Et il est passé encore au micro pour dire qu'il regrettait pour la modération de son langage. La modération, c'était quoi? Il a senti qu'il a sous-estimé le poids du pillage et pour n'avoir pas dénoncé ces choses bien avant. Voilà l'excuse qu'il a présentée. Maintenant, moi je me pose la question avec une telle phrase, si nous essayons de la voir dans le contexte des gouvernements africains, surtout dans le cadre de la corruption dont nous parlons aujourd'hui. Alassane, quelle serait ton opinion là-dessus? Est-ce qu'il avait raison ou il n'avait pas raison? Est-ce qu'il y a lieu de voir cette phrase dans la perspective des gouvernements africains? Oh, merci de m'avoir donné cette opportunité pour parler de la corruption et de son impact sur le développement économique de l'Afrique. Bon, tel que mentionné par Edward Clay, qui est l'envoyé spécial britannique auprès du gouvernement kenyan concernant la corruption. Bon, en fait, vous savez que parler d'un truc, d'un fléau social, enfin, je vais dire, un envoyé spécial
qui est dans un pays, bon, il est auprès du gouvernement kenyan pour aider le gouvernement dans le processus de développement dans lequel le pays s'est engagé, et parler de, en fait, la corruption de façon ouverte, bon, ça choque un peu le gouvernement kenyan. En fait, c'est une réalité, mais c'est le langage diplomatique qui a manqué à ce niveau. Sinon, en fait, bon, s'il y a corruption, il faut le dire, mais peut-être le dire sous une autre forme. Un peu sage. Voilà, peut-être le dire sous une autre forme. Bon, de façon, bon, en principe, on peut essayer de brosser un peu l'aspect, le bon côté du gouvernement, et en même temps profiter, soulever cet aspect de la corruption. Là, bon, peut-être ça va pas un peu choquer le gouvernement en place. Ils vont se dire, voilà, bon, on est en train de faire un bon travail d'un côté, mais de l'autre côté, il y a un problème qui est là, problème de corruption. Voilà, bon, peut-être ça peut les motiver un peu à tacler la corruption. Bon, c'est peut-être dans ce contexte, je peux voir enfin son attitude. Donc, vous voulez nous dire que son observation était juste. Oui. Et cette observation peut être aussi faite dans tous les autres pays africains. Tout à fait. Mais seulement le langage qu'il a utilisé était trop fort. Oui. Et à cause de cela, ça devait créer nécessairement des problèmes dans les milieux diplomatiques. Un incident diplomatique. Un incident diplomatique, comme on a l'habitude de le dire. Alors, il est venu encore dire qu'il regrette pour n'avoir pas dénoncé cela avant. Parce que dans le premier langage, il a minimisé le poids même de la corruption, le poids du pillage même du pays. Bon. Et moi ici, je me pose une question. Est-ce que en Grande-Bretagne, il n'y a pas de corruption? Bon, la corruption existe partout. Mais c'est que, bon, en fait, l'ampleur de la corruption varie d'un pays à un autre. Sinon, elle existe partout, même dans les nations développées. La corruption existe. Mais de toutes les façons, comme vous le dites, la corruption existe partout. Mais le problème, c'est que la corruption que nous observons en Afrique, elle est un peu au-delà. Elle est très au-delà, de sorte que son impact est vraiment néfaste pour les pays. Et de toutes les façons, on aura l'occasion de parler de pourquoi cette corruption a un impact même sur le développement de nos économies. Oui, mais je voulais souligner, je voulais tout simplement souligner le fait que cette corruption est un peu au-delà des limites raisonnables. Et ceci est traduit même dans son langage. Il dit il mange comme des gloutons. Et il vomissait sur les souliers des donateurs étrangers. Ça reflète exactement comment... La réalité de la corruption. La réalité de la corruption. Et maintenant, passons, parce que nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. La corruption, nous comprenons que c'est une réalité qui existe en Afrique, comme un peu partout ailleurs d'ailleurs, mais chez nous, nous disons qu'elle est un peu au-delà. Bien au-delà, oui, tout à fait. Elle est bien au-delà. Et parce qu'elle est au-delà, il y a l'impact. Est-ce que vous pensez que cette corruption peut favoriser la croissance? Parce que lorsque nous parlons du développement, il faut qu'il y ait une croissance économique. Et cette croissance économique doit être bien utilisée à bon escient. Doit être utilisée à bon escient. Mais avec la corruption, est-ce que tu penses qu'on peut arriver vraiment à avoir cette croissance économique et faire le développement? Bon, en fait, c'est un peu difficile parce que quand on voit partons même du phénomène de l'aide. On donne l'aide au gouvernement africain pour investir dans un certain nombre de projets pour permettre de dégager la croissance. Mais on se rend compte que cette aide-là n'est pas utilisée
pour le motif pour lequel cette aide a été déboursée. Bon, est-ce que vous voyez? Donc ça n'atteint pas la population cible. Bon, est-ce que vous voyez? À partir de ce moment où ça n'atteint pas la population cible, ça reste dans les poches de quelques élites du gouvernement. Bon, il n'y a pas lieu de créer une richesse qui puisse permettre de booster l'investissement en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un handicap. La corruption à ce niveau est un handicap. Et pas seulement, bon. Donc, du point de vue création de richesse, c'est un handicap. Bon, si l'on voit aussi le capital social, bon, dans la mesure où l'aide rentre, donc, et que le gouvernement profite de ça, il ne se soucie même pas de mettre en place des projets qui puissent aider la population, qui puissent même aider le capital humain. Le capital humain. Le capital, que ce soit du point de vue éducation, santé et autres secteurs. Bon, le gouvernement ne s'occupe pas. Pour eux, l'aide rentre et gagne leur chose, comment on appelle ça, ils tirent profit de cette aide et le reste, c'est pas en fait leur café à boire, c'est pas en fait leur intérêt. Donc là, ça c'est un aspect un aspect négatif de cette aide, puisqu'on parle de aide et corruption. Bon, il y a le côté aide des sociétés civiles aussi. Bon, puisque cette comment on appelle ça, cette aide est là et les gouvernements en profitent. Donc, du fait que les gouvernements profitent, ils n'ont pas de compte à rendre à la société en tant que telle. Est-ce que vous voyez? Il y a des élections qui... Bon, ils ne se préoccupent que d'organiser les élections, c'est tout. Alors qu'en principe, quand on organise des élections, on met en place des institutions, on doit pouvoir aider la société, aider comment on appelle ça, la société à développer une certaine classe moyenne en prélevant des taxes. C'est ça. Donc, comme il y a l'aide, ils ne se soucient pas de collecter les taxes avec la population pour pouvoir réinvestir dans l'économie. Bon, donc, ça fait que cette population, bon, enfin, si je reviens un peu en arrière, en principe, quand ils prélèvent les taxes et ils réinvestissent dans l'économie, ils ont un devoir à rendre à la société. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est comme vous voyez aux États-Unis, les gens, l'État prélève des taxes, il fait des investissements. S'il ne fait pas, la population peut réclamer. Donc, ils font de leur mieux pour organiser cette société-là, collecter des taxes, réinvestir dans l'économie. Alors, bon, pour nous, on reçoit l'aide, donc on ne se préoccupe pas d'organiser cette société, la classe moyenne, pour sa prospérité. Donc, vous voulez dire que l'aide tue la société africaine de plusieurs manières. Il y a la corruption qui arrive. Non seulement la corruption, l'aide favorise même la corruption. L'aide favorise la corruption. Et aussi le gouvernement qui reçoit l'aide ne se soucie pas d'organiser la société pour collecter des taxes afin de faire des projets de développement. À cause tout simplement de l'aide. Ce qui veut dire que l'aide crée un manque à gagner à partir de la société. Et puis, à cause de cela, il n'y a pas moyen que le gouvernement soit responsable ou redevable à la société. Parce que quand on collecte des taxes, et normalement, après, avec les taxes, on doit investir pour que ça profite à la société. C'est ça. Et en même temps, organiser cette société-là. Mais comme le gouvernement a l'aide, bon, ça profite à lui, il ne se soucie pas de ça. Il ne se soucie pas de cela. Et moi, je me demande quelle société qui peut exister dans un divorce complet entre la population et le gouvernement. Sinon, c'est un pays qui est voué à l'échec. Parce qu'il n'y a pas ce que nous appelons, ce que l'autre Ibn Dambisa Moyo a appelé
la confiance, il faut qu'il y ait Voilà. le trust Ouais. entre la population et le gouvernement. Et entre la population elle-même. Et entre la population elle-même. Voilà. Parce que Autrement, quand il n'y aura pas de développement. Ouais, parce qu'en fait, quand il n'y a pas cette confiance-là, on ne peut pas se mettre ensemble pour créer une entreprise. Ouais. Donc, il y a ce manque de confiance-là. Donc, qui est là. en d'autres termes, Oui. la confiance est très importante Oui. pour le progrès d'un pays. La confiance est entre la population elle-même et la population et les gouvernants. Et le gouvernement. Hein, n'est-ce pas? Très important. Très important. Oui. Autrement, Oui. il n'y a pas de business, il n'y a pas de progrès Oui. économique. Oui. Donc, nous voyons comment l'aide, Mhm. comme je le disais tantôt, arrive à détruire Oui. Le fondement même de la société. les fondements même de la société. Oui. Et pour cette raison, Dambisa disait que plus jamais d'aide. Oui. Et quand elle parle de plus jamais d'aide, Mhm. ce n'est pas cette aide philanthropique. Oui. Non, c'est cette aide qui rend nos gouvernements irresponsables. Oui. Mais si vous voulez aider quelqu'un qui est en besoin, les écoliers, les étudiants, hein, les handicapés, ça ce sont des actions sporadiques, des actions philanthropiques Oui. Mais qui qui touchent la population. touchent cible. la population cible, directement la population cible. Oui. Mais l'aide dont Dambisa condamne ici, c'est cette aide qui va directement au gouvernement en termes de millions. Ce sont des millions Oui. de Et- dollars ou des milliards de monnaie locale Oui. qui rendent le gouvernement irresponsable. Oui. Et il n'y a pas de poursuite en cas de mauvais usage de ces fonds-là. Uh-huh. Ouais, donc quand les gars reçoivent l'aide, ils les utilisent mal, il n'y a pas de poursuite. Bon, le gouvernement n'est pas inquiété. Est-ce que vous voyez? Oui. Ah, Et le bah, gouver- qui peut Voilà. inquiéter le gouvernement? Voilà. Parce que la population n'a pas donné cet argent. Oui. Donc, vous Mais l'avez en fait, dit, c'est les pays donateurs c'est le pays donateur qui qui devaient paie, sanctionner. qui devait sanctionner. Mais Oui. avec la souveraineté des pays, Oui. parfois c'est difficile de sanctionner. Oui. Mais il fallait que la population, si du moins cette population participait à constituer Oui. ce capital, Mhm. alors cette population Oui. pourrait Oui. demander des comptes Oui. au gouvernement. Oui. Mais comme elle est un peu en dehors, Oui. il n'y a pas moyen, le Oh. gouvernement se réjouit Oui. de l'aide et il gère l'aide comme il veut. Voilà. Bon, voilà pourquoi on parlait de cette histoire de taxes-là. Si le gouvernement collectait des taxes auprès de la population, Mhm. bon, donc son devoir était de réinvestir ces taxes-là au profit même De la population. Mais comme ça ne se fait pas, donc c'est comme s'ils ne sont pas redevables envers la population. Et en plus de ça, les quelques hommes d'affaires qui essaient de prospérer, il faut qu'ils aient cette alliance politique-là avec les hommes au pouvoir pour pouvoir prospérer. Mhm. Bon, parce que si tu essaies de mettre en place un business, tu veux réellement aller de l'avant. Bon, si tu n'as pas une connexion dans le cercle politique, bon, c'est difficile d'avancer. Voilà. Et tu vois, Mm. parce que nous parlons de cette aide qui corrompt, Mm. mais il y a un phénomène curieux Oui. que nous observons aussi. Les pays donataires, même si cette aide est détournée, Oui. ils continuent toujours à donner de l'aide. Oui. Bon, On peut se poser la question pourquoi. Bon, en fait, Pourquoi cela? c'est comme Dambisa a eu à décrire ce facteur-là. Uh-huh. Bon, si nous prenons les institutions comme la Banque mondiale, le FMI. La Banque mondiale à elle seule emploie pas au moins de 10 000 personnes. Mhm. Bon, le FMI emploie dans les environs de 2500 personnes employées. Bon, sans compter les autres institutions rattachées au système des Nations Unies qui emploient des gens. Donc, il y a cette pression-là. Il faut donner l'argent, il faut faire le prêt pour que les pays qui vont emprunter, les pays qui reçoivent l'aide, remboursent avec les intérêts. Avec les intérêts pour qu'eux ils puissent payer leurs employés. Bon, et voilà pourquoi à certains moments, même les critères même pour obtenir cette aide-là
ne sont pas très rigides. Voilà, ne sont pas suivis de principe, sont pas. Bon, enfin, c'est pas rigide comme tu l'as dit. Voilà, c'est pas rigide comme vous le dites, quoi. Bon, parce que bon, à certains moments, ils relâchent un peu, sont un peu laxistes sur les conditions. Ils ferment les yeux sur certaines pratiques, bon, juste parce qu'ils veulent donner l'argent, recueillir les intérêts pour pouvoir payer leurs employés. Donc, en un seul mot, nous pouvons dire que l'aide, c'est du business. C'est un business, oui. Ce sont les affaires. Oui, sinon, c'est pas en fait, ils ne se soucient pas en fait du développement des pays qui reçoivent cette aide-là, des pays récipiendaires. Ok. Ouais. Donc, pour eux, c'est tout simplement du business. Il faut business. Que les gens soient payés. Oui. Il faut qu'il y ait des intérêts. Oui. C'est comme des credit cards. Voilà. Hein? Voilà. Des cartes de crédit. Oui, là, eux, ils pourront payer leurs employés. C'est tout simplement ça. Bon, alors, c'est là où moi je pense il faut que les gens soient très intelligents pour savoir comment on peut utiliser l'aide. Oui. Parce qu'il y a certains pays qui ont reçu... Vous parlez de gens qui sont intelligents. À quel niveau? Les gouvernants ou bien les Non, je dis cela, les récipiendaires. Oui. Et dans la plupart des cas, ce sont des gouvernements. Oui. Parce que les aides de cette grande ampleur, ça passe du gouvernement au gouvernement, ou des grandes institutions au gouvernement. Oui. Alors, les récipiendaires doivent être très intelligents pour pouvoir utiliser l'aide et créer leur propre développement. Oui, mais en fait, le problème est que bon, ceux qui reçoivent, les gouvernants qui reçoivent cette aide, bon, il n'y a pas de sanction en cas de mauvais usage de cette aide. Okay. Bon, alors qu'eux, ils en profitent. Donc, en fait, c'est pas... Bon, la réaction, l'impact de cette aide sur la population, bon, c'est pas en fait, ça les intéresse pas. Donc, on peut parler d'une complicité entre les donateurs et les récipiendaires? Oui, et les gouvernements qui reçoivent, oui. On peut parler de cette complicité. Il y a une complicité. Oui. Et dans ce cas, qu'elle doit faire la population? Qu'elle doit faire la population? Oui. Bon. Parce que nous connaissons déjà qu'il y a cette complicité. Oui. Que devons-nous faire? C'est la plus grande question. Oui, effectivement, c'est la plus grande question. Mais moi, je pense qu'au niveau de l'Afrique, c'est une éducation qui manque. Il faut vraiment... Bon, moi, je l'ai toujours dit. Bon, il y a une certaine classe qui comprend. Mais ceux qui ne comprennent pas sont encore nombreux. Ceux qui ne comprennent pas ce phénomène de l'aide-là et ses effets de corruption sont encore nombreux. Bon, moi je pense que si on arrive à avoir une population très éduquée, très éveillée, à 90, sinon même à 95%, et à chaque fois, on va essayer de dénoncer cette pratique-là. Mais moi je pense qu'au fil du temps, ça va un peu changer les choses. On dénonce. On n'a pas dit de prendre des armes pour combattre. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Ouais, il faut dénoncer à chaque fois que l'occasion se présente. Et je pense que vous avez soulevé un problème très délicat, le problème de l'éducation. Oui. Tu sais, si les pays occidentaux sont arrivés à ce niveau, c'est tout simplement cette éducation. Oui. Parce que ici, tu ne peux pas tromper les gens. Parce que beaucoup de gens, 80% des personnes, sont éduquées. Les femmes comme les hommes. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On se cherche encore. Et dès que nous allons quitter cette ignorance, je crois que beaucoup de problèmes tomberont. Parce que il paraît que les gouvernants profitent de l'ignorance même de la population pour faire des choses qui sont impensables même. Oui. Bon, et quelque chose qui me vient des fois à l'idée, bon, je ne sais pas, peut-être c'est un truc aussi, on peut... il faut en parler, parce qu'on parle de corruption, mais il y a la corruption positive, puis il y a la corruption négative. Bon, les pays asiatiques, certains pays asiatiques, comme l'Indonésie par exemple, ont été cités comme des exemples de pays corrompus dans le monde.
Mais au regard du progrès économique qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte que tous ceux qui détournaient l'argent les réinvestissaient cet argent dans leur propre pays au lieu d'aller déposer dans des comptes à l'étranger. Donc le fait que cet argent travaille à l'intérieur du pays, ça crée de l'emploi et bon, la population d'une façon ou d'une autre en profite. Donc c'est une corruption positive. Alors que c'est tout à fait le contraire en Afrique. On se rend compte que la plupart des sommes détournées sont déposées dans des banques en Europe. Banques en Europe, Oui. paradis fiscaux. Paradis fiscaux, voilà. Hein? Et ça, c'est un grand problème. Ouais, et le malheur que les Africains ont est que dès que la personne qui a déposé l'argent dans des banques occidentales quitte le pouvoir, Oui. l'argent est perdu. Oui, tout à fait, oui. Ou s'il meurt, Oui. l'argent est perdu. Oui. Et l'exemple de Mobutu, Oui. nous en dit quelque chose. Oui. Donc, si on pouvait faire comprendre aux gouvernants, ne serait-ce que l'argent qu'ils prennent, s'ils réinvestissent dans le pays, ça peut profiter. En fait, ils ne perdent pas. Ça peut même profiter à eux, puisque l'argent travaille et puis ils récoltent toujours des profits. Ils récoltent des profits, Oui. et puis la population a de l'emploi. La population en bénéficie. Et à ce moment-là, Et, il voilà. n'y a pas de problème. Il y a Et pas de- l'économie peut se construire Voilà. de cette façon-là. Donc, quand une grande partie de la population a du boulot, mais ça nous évite les troubles sociaux. Mhm. Bon, c'est quand il n'y a pas de troubles, quand il n'y a pas du boulot, il y a la misère, c'est ce qui crée le désordre, le chaos, les guerres civiles, les tensions politiques et tout. Donc, si en fait on détournait cette aide et puis on réinvestissait dans nos économies, bon, moi je pense que ça pouvait aussi aider. Nous rappelons à nos auditeurs que nous sommes en train de discuter sur le livre Dead Aid que vous voyez sur votre écran. Ce livre, il est intéressant parce que il y a beaucoup de choses qui dénoncent l'aide et pourquoi l'aide ne travaille pas en Afrique. Et selon l'auteur de ce livre, il dit il n'y a pas eu de pays au monde qui se sont développés grâce à l'aide. L'aide peut venir tout simplement pour aider, mais il ne faut pas baser le développement d'un pays sur l'aide étrangère. Il faut que l'aide, du moins, il faut que le développement se fonde sur l'effort national. Autrement, c'est un problème parce que l'aide, elle vient comme aide, mais elle comporte beaucoup de problèmes avec elle. Les uns utilisent l'aide comme un instrument de pression ou même un instrument de domination. Alors, il faut trop faire attention à l'aide. L'aide a toujours des strings attached, comme ils disent en anglais. L'aide a toujours des cordes attachées. Hein? Et il faut faire trop attention à cela. Et cette aide vient aussi même créer des troubles, comme l'ami l'a dit. On parle de l'aide comme instigateur aussi des conflits. Par exemple, les guerres civiles. Est-ce que tu peux en dire quelque chose? Oui. Comment cette aide peut aussi générer des conflits sociaux? Oui, bon, en fait, puisque cette aide désengage le gouvernement de sa responsabilité, ou du moins de ses responsabilités premières, organiser la société. Ok. Bon, donc, si le gouvernement tire profit de cette aide et ne s'occupe pas de la population, en même temps, on crée un niveau de pauvreté élevé. Et c'est ce qui envoie source de tension. Et une fois que la population a des difficultés jusqu'à un certain niveau, bon, ça peut les amener à se révolter et puis à créer des troubles dans le pays. Parce que chacun voudrait avoir quelque chose de l'économie. Voilà. Et même, le minimum vital. Le minimum vital. Ouais. Et tu sais, beaucoup de gens en Afrique ont compris que si vous voulez vivre bien, il faut avoir le pouvoir. Oui. Hein? Parce que
ceux-là qui sont au pouvoir, ils ont des avantages. Oui. Nous parlons de l'aide aujourd'hui. Oui. L'aide vient de l'Europe, l'aide vient des États-Unis. Maintenant, ce sont ceux-là qui sont au pouvoir Oui. qui en bénéficient. Oui. Bon, et si quelqu'un vit dans la pauvreté, Oui. il se dira non, pour aussi bénéficier de ça, il faut que j'ai le pouvoir. Oui. Et de cette façon, il va prendre des armes pour combattre le pouvoir, Oui. afin qu'il ait ses pouvoirs pour bénéficier de ces aides. Bon, en fait, ça montre même à quel point nos dirigeants ne sont pas suffisamment intelligents. Bon, parce que, en fait, quand Intelligents ou tout simplement mauvaise foi. Ouais, voilà. Oui. Parmi eux, il y a beaucoup qui sont des génies, Oui. mais Bon, qui ont une mauvaise foi. Oui, effectivement, c'est le terme. Ils sont de mauvaise foi. Bon, parce qu'en fait, hein, quand on regarde, l'homme a besoin de... Il y a 3 éléments fondamentaux que l'homme a besoin dans sa vie. Se nourrir, se loger, se vêtir. Ouais, avoir 3 plats par jour. Bon, trouver un coin pour dormir et s'habiller. Bon, peut-être après ça, question de luxe, santé. Maintenant, ce qui vient après, c'est le luxe. Ouais, mais très souvent, quand on arrive à donner ce minimum à un peuple, il se stabilise. Il se stabilise. Peut-être même, c'est pas aussi évident qu'ils essaient de chercher le luxe exagéré. Est-ce que vous voyez? Donc, quand un peuple a ce minimum, bon, la probabilité pour que ce peuple-là se révolte n'est pas loin de zéro. Ce peuple ne... comment dirais-je? Ce peuple ne va pas vouloir se révolter contre les gouvernants en place. Oui, c'est comme ici aux États-Unis, par exemple. Oui. Où tout le monde a quelque chose à manger. Il peut se vêtir, il peut avoir une place pour dormir. Voilà. Donc, si nos gouvernants arrivaient à assurer ce minimum-là, même s'ils détournaient l'aide et réinvestissaient pour que le peuple ait ce minimum-là, bon, eux, ils en profitent toujours, le peuple gagne. Est-ce que tu vois? Bon, donc c'est pour se référer à cette première citation que ils mangent comme des gloutons et vomissent sur les souliers des donateurs étrangers. C'est cet esprit-là que, en fait, les gouvernants ont. Donc ils exagèrent. C'est une exagération. Ils affament la population. Oui. Bon, alors qu'ils oublient qu'en affamant la population, eux-mêmes, ils se créent des problèmes. Parce que si la population est affamée jusqu'à un certain niveau, cette population peut se révolter contre eux. Et bon, c'est à ce niveau, ils n'arrivent pas à chosiner. Je dirais, comme disent les Anglais, you are right. Et comme le temps passe, je crois que nous allons arrêter notre émission ici en disant que l'aide crée beaucoup de choses. Il y a la corruption, il y a le manque de confiance entre la population et les gouvernants, de sorte qu'il n'y a pas moyen de créer des structures ou des institutions qui peuvent provoquer le développement d'un pays. L'aide que nous recevons, selon Dambisa Moyo, elle ne travaille pas parce qu'elle crée même des conflits, beaucoup de choses. Et c'est là où nous tirons l'attention de récipiendaires de l'aide. Ils doivent être très attentifs parce qu'ils savent que l'aide ne vient pas seule. Elle vient avec un cortège de problèmes. Et c'est là où il faut faire beaucoup attention. Donc, la corruption, c'est quelque chose de mauvais parce que cette corruption ne permet même pas la croissance économique d'un pays. Beaucoup de problèmes, je dirais. Donc, vous nous avez suivis et si vous voulez en savoir plus, cherchez les livres d'aide pour lire et vous comprendrez le reste des problèmes. Dambisa Moyo, c'est une sœur économiste de renom et qui est sur le front pour combattre l'aide en Afrique. Elle réussira son pari ou pas, c'est une autre question, mais quand même, elle expose les problèmes que viennent avec l'aide. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons par là et bonne soirée et au revoir.